Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la politique fédérale. On est dedans, parce qu'avec la pandémie, les réseaux sont bourrés, comme on dit, autant de politique fédérale, de politique provinciale. Mais là, on va s'attacher surtout à la politique fédérale avec mon invité, le député du Bloc en Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire. Monsieur Sébastien, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Enfin, on se retrouve. il me dit enfin parce que je vois juste une petite anecdote, parce que j'ai dit tantôt, avant d'entrer en ondes, j'ai changé mon émission 3 fois. Parce qu'il se passe trop de choses au fédéral, bien, au provincial aussi, mais au fédéral, c'est tellement, excusez l'expression at large, que je l'ai changé 3 fois. Puis je suis même pas sûr d'être dans les questions encore d'actualité. Fait que on va faire un peu du coq à l'âne avec mon invité, M. Lemire. Sébastien, ça me fait vraiment, je suis content de te revoir parce que tu as passé un moment inquiétant dans ta vie, parce que là, quand tu as été testé pour voir si tu étais positif ou négatif à cette fameuse pandémie, à ce virus qu'on ne connaît pas personne encore, ça a été inquiétant un peu? Ben, je sais, mon inquiétude était aussi pour les gens. Parce que, à la base, je me sentais bien. Moi, j'avais pas de symptômes. Okay. Si on refait un peu une chronologie, c'est qu'effectivement, il y a eu un cas de COVID dans le personnel des François. Donc, on s'est retrouvés en caucus, on est le 8 septembre, et on est dans une immense salle d'hôtel à Saint-Hyacinthe. Donc, moi, j'ai pas été en contact directement avec cette personne-là. J'étais pas... Puis comme je disais, à partir de moi, ma santé était bonne. Je veux dire, je veux pas me tester, l'odorat, tout ça est bon. Fait qu'on avance, mais à partir du moment qu'il y avait un cas, bien évidemment, c'est d'être extrêmement prudent. On a beau me faire toutes les mesures de distanciation sociale, j'abuse du Purel et tout ce qui est à faire pour être sûr de ne pas être en contact avec ce virus-là. Mais parfois, il arrive que dans ce contexte-là, ben, de façon préventive, tous les députés qui étaient présents se sont retirés. Ce qui arrive, c'est qu'entre les deux, ben, 2 jours après ce caucus-là, ben, la personne a ressenti des symptômes. Okay. Et elle s'est fait tester le dimanche. Donc, on l'a su à ce moment-là. Mais entre-temps, entre le mercredi et le vendredi, et François est venu en Abitibi-Témiscamingue. Okay. Fait que lui a pu être un peu plus proche peut-être de ce collègue-là que moi je l'avais été. Je sais pas. Puis il y avait 2 employés aussi du bureau qui étaient avec moi au voyage. Je n'étais pas la personne qui avait été contaminée. Mais bref, on s'est retrouvés dans un avion assez compact. Donc voler plusieurs heures et tout. Fait que c'est aussi pour les gens qu'on a rencontrés sur le terrain. Ici dans la région que j'avais une inquiétude. C'est okay. Pas tant pour moi, ma santé, je me sentais très très bien. Mais j'avais hâte d'avoir ce résultat négatif-là pour être capable de rassurer les gens. Et j'en ai même fait un deuxième parce que j'ai fait mon premier à Gatineau. Ah, okay. J'étais resté là justement 3 jours en m'isolant complètement pour pouvoir faire en sorte d'être assurément pas contagieux là-dessus. Et finalement, ben, obligation familiale, ma blonde se retrouve avec les enfants, le chien, ben, je suis revenu puis j'ai toujours pas mon résultat après 3 jours. Fait que j'étais allé en faire un autre test à Rouyn-Noranda pour pouvoir espérer d'en avoir un plus rapidement. Okay. Puis les 2 sont arrivés le dimanche matin, donc un après 5 jours complets. Mais on m'a pas classé prioritaire et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que j'avais aucun symptôme. Aucun symptôme, exactement. Moi, si je vous demandais... Et François l'aura probablement attrapé avec sa femme à son retour de voyage. Ah, OK. Parce que lui a été testé positif, comme le chef Erin O'Toole. Mais c'est probablement à son retour. En tout cas, l'hypothèse, parce qu'il n'y a personne dans la région qui a côtoyé, qui a senti des symptômes, puis plusieurs sont fait tester également de façon préventive. Moi, si je vous posais la question... M. Lemire, est-ce que le Bloc est satisfait du travail du gouvernement au pouvoir si on se reporte d'ici au printemps dernier, où on a commencé là, à distribuer des programmes, en voulez-vous, j'en ai compté, je pense, 47 pour quelque chose, en tout cas, des quelques centaines de milliards ou pas loin. Mais vous qui siégez à Ottawa, est-ce que le Bloc est satisfait aujourd'hui du travail qui a été fait par le gouvernement libéral de Justin Trudeau? Je vais répondre à cette question-là en 2 phases. La première, c'est le virus éclate et comment on réagit à ça. Et à ça, bon, évidemment, moi, j'étais très, très insatisfait du fait que, bon, on ne ferme pas les aéroports, là.
et qu'il n'y a pas de mesure, en fait, il fallait que les gens puissent revenir. Ça a été une opération immense, en tout cas pour nous, dans la région de Abitibi-Témiscamingue. On est en contact avec plus de 300 personnes, moi et mon équipe au bureau. Qui étaient à l'extérieur. Qui étaient à l'extérieur et qui avaient à revenir. Donc, c'était pas tant de fermer les aéroports que de mettre des mesures sanitaires. Et ça, les témoignages d'à peu près tout le monde nous disaient, on rentre ici, puis comme de rien n'était, puis fait qu'il n'y avait pas de mesures particulièrement sanitaires qui étaient mises en place. On aurait pu mettre des lieux de quarantaine, on aurait pu tester des gens sur place, puis si quelqu'un avait des symptômes, au lieu de le laisser arriver dans une région ou partout ailleurs, de le prendre sur place. C'est pas la stratégie qui a été faite par Ottawa, mais bon, indépendamment de ça, sur la question de la gestion, les premières semaines se sont faites dans une belle collaboration. Et ça, je le souligne parce que c'était particulièrement stimulant, ce travail-là, parce qu'on sentait que tout le monde était en mode solution. Le Bloc québécois avait suggéré particulièrement la subvention salariale, d'amener une solution qui va faire en sorte que les entreprises puissent continuer leur activité, mais ils ont une aide pour payer les salaires. Et plusieurs mesures comme ça se mettent de l'avant, et à un moment donné, progressivement, la politique est arrivée dans la partie, et les libéraux se sont servis de ça pour jouer un certain jeu. Après ça, aussi, dans les mesures, la PCU était nécessaire. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Ouais, elle était essentielle parce qu'il y avait des faillites, ça aurait été astronomique. Oui, mais la PCU, c'est pour les individus, effectivement. Oui, mais c'est ça aussi parce qu'il y a bien des gens qui ont perdu leur travail. Puis s'il n'y avait pas eu ça, ils n'auraient pas été capables de faire face à leurs obligations. Là. Mais après 2 mois, l'effet pervers qu'on constatait, c'est qu'il y a des gens qui... En tout cas, dans un milieu, déjà qu'on était ici en Abitibi-Témiscamingue dans une pénurie de la main-d'œuvre, c'était encore plus difficile de recruter. Et ça, c'est identifié par plusieurs comme étant un frein. Et cette PCU-là n'était pas accompagnée d'un incitatif à l'emploi. Ça, c'est une des choses que le Bloc québécois, on a poussé, on a revendiqué et qu'on n'avait pas de réponse. Les frais fixes aux entreprises, c'est des choses que le programme est terriblement mal adapté, tant pour les propriétaires que pour les locataires. Tout le monde sont insatisfaits de ça. Le propriétaire a de la difficulté à faire un compromis, puis le locataire, il n'a pas les moyens de jouer. Et dans tellement de cas, on sent que ces programmes-là n'ont pas répondu. Et moi, j'avais particulièrement une préoccupation pour les sociétés en un collectif, les entrepreneurs qui se payent par dividende, les très petites entreprises. Nos producteurs agricoles, par exemple, sont souvent sur ces modèles-là qui tombaient dans les cracks. Parce que tu avais le compte d'urgence, un très bon programme, le compte d'urgence. On donne 40 000 $ assez rapide pour les gens, dont le dernier 10 000 va être une subvention parce que tu rembourses à temps le premier 30 000. Le 30 000, c'est ça, exactement. Ce principe-là était bon, mais pas adapté à tout le monde parce que tout le monde n'a pas nécessairement les reins assez solides ou pour prendre ce niveau d'endettement-là aussi. Il s'est créé, puis ça, moi, c'est quelque chose que j'ai poussé énormément pour, puis notamment en lien avec la SADC ici, puis Mme Thérèse Uranier, comment qu'on peut faire en sorte qu'on puisse aider ces entrepreneurs-là et, préoccupation première, avoir de l'accompagnement parce qu'il y a des décisions difficiles qui sont à prendre. Et une deuxième, c'est celle de pouvoir décaisser l'argent rapidement. Les SADC, pour moi, étaient l'outil parfait, l'outil essentiel. J'ai eu des conversations avec la ministre Joly, puis ça a créé le fonds d'aide à la relation des régions. Parce que là, vous venez de toucher un point qui est essentiel. Comment toucher à cet argent-là le plus rapidement possible? Parce qu'on le sait très bien, le gouvernement fédéral, c'est gros, c'est immense. Alors, il y a des programmes, puis on met du temps, on fait application, et puis ça prend du temps, puis il y a des formules à remplir, puis là, vous avez oublié de remplir ça, puis ça peut prendre 1 mois et demi avant qu'on voie la couleur d'un chèque. Puis là, c'était pas le temps de ça, là, c'était vite, là, comme on dit, go, là, ça prend l'argent immédiatement. Ça, par exemple, c'était fait d'une manière extraordinaire. Fait que si on est capable de le faire en temps de pandémie, pourquoi qu'on ne serait pas capable de le faire en temps normal? Ça, la question se pose, puis si on poursuit dans la chronologie, pourquoi qu'on ne peut pas le faire? En fait, je vais répondre directement à la question. C'est qu'on est en démocratie, ça doit s'appuyer sur un budget. Puis c'est une des choses que moi, je trouve terriblement curieux comme parlementaire. Ça fait 1 an que je suis élu, tout près. J'ai jamais vu un budget à Ottawa. Parce qu'il devait être au printemps passé. Il n'y a pas eu lieu. Les libéraux ont décidé de ne pas le faire cet été. Oui. Ils décident de ne pas le faire encore à l'automne. Au contraire, on va arrêter le Parlement, on va le proroger. Prorogation, exactement. Une décision que je trouve lâche. Mais pourquoi? À cause de We Charity, forcément. On va en parler justement de ça. On a tellement d'affaires. Dévier les enjeux. Mais
Et on reporte ce lieu-là. C'est facile d'annoncer des bonnes nouvelles à tout le monde en disant on vous envoie de l'argent, on vous envoie de l'argent, mais il y a une responsabilité comme gouvernement, une imputabilité qui passe par un budget, par rendre des comptes, et ça se fait pas. Fait que ça, moi, c'est un aspect sur lequel je suis insatisfait aussi. Parce que, en parlant de budget, on n'en a pas vu. Puis je me demande encore quand on va en avoir. Ça ira certainement pas avant le printemps 2021, probablement. Probablement. Puis là, on est rendu avec un déficit qui devait être autour de 30 milliards. On trouvait ça astronomique à ce moment-là. Là, on est rendu qu'on prévoit au 31 mars 2021 342 milliards. On peut aller jusqu'à 380 milliards pour l'exercice financier 2020-2021. La question que je vous pose, quand le jour, ça est hypothétique, est loin, quand le jour on pourra dire qu'on va arriver à l'équilibre budgétaire? C'est visiblement pas une priorité et c'est préoccupant. Au moins, cet argent-là, dans un contexte où les frontières sont fermées, on peut dire que l'argent reste au pays, elle va servir à circuler. On sait que bon nombre de gens ont décidé de redécouvrir le Québec. On a eu beaucoup de touristes dans la région cet été, particulièrement par rapport à d'autres étés. Donc, c'est bon pour stimuler l'économie puis faire en sorte que, justement, on va pouvoir retrouver une forme d'équilibre budgétaire. Mais il y a des décisions qui sont prises pas en fonction, justement, de ces... Mais c'était nécessaire d'apporter une aide. Mais jusqu'à quel niveau on prolonge une aide comme la PCU, puis jusqu'à quel niveau on va pouvoir aider les gens vers un retour à l'emploi, puis qu'on va pouvoir faire en sorte qu'on s'assure d'avoir une économie normale. Et c'est aussi ça la préoccupation. Parce qu'il y a eu d'excellents programmes, la PCU, entre autres, on en a parlé, mais un programme qui a été contesté beaucoup, c'est le programme L'aide aux étudiants. Oui. On a vu, il y a des étudiants qui ont resté les deux pieds sur le pouf, bien tranquilles chez eux au lieu d'aller travailler parce qu'il y avait quand même un certain montant d'argent qui entrait. Ce programme-là, est-ce qu'il a été bien accepté par le Bloc? Bien, en fait, ce que le Bloc souhaitait pour ce programme-là, non, parce qu'on ne l'a pas appuyé, c'était d'avoir, puis c'est la même chose pour nos réserves face à la PCU, ça prend des incitatifs à l'emploi. C'est la même chose aussi, la PCU maintenant n'existe plus, c'est maintenant un programme de l'assurance emploi qui permet de pouvoir avoir justement cette obligation-là d'un individu de se mettre en mode actif de recherche d'emploi. Et ce contexte-là, moi, je ne blâme pas l'étudiant d'avoir dit, moi, c'est une année qui a déjà été assez rock'n'roll comme ça. Effectivement, mes besoins de base sont couverts. Mais parce que tu n'as pas d'incitatif. C'est que dès que tu commences à travailler un certain nombre d'heures, tu perds l'ensemble de ce que tu as. Et ça fait un effet complètement pervers qui fait en sorte que les gens, oui, ils ont décidé, dans bien des cas, de rester chez eux. Si tu avais, c'est ce qu'a proposé le Bloc, pour chaque pièce gagnée, tu peux en garder 50 cents dans tes poches, mais tu en as 50 cents qui vont servir à diminuer ton montant du 1200 $. Et à partir d'un certain temps, tu ne perds pas tout d'un coup, puis tu es capable de faire plus d'argent en travaillant. Donc, tu as un incitatif à l'emploi. Comme le même principe pourrait s'appliquer sur la sécurité de la vieillesse. Pourquoi, dès qu'une personne âgée travaille, elle se retrouve privée de sa sécurité du revenu ou coupée là-dedans? Ça devient décourageant. Et il faut être encourageant. Vous venez d'ouvrir une porte, je vais rentrer dedans. Quand on parle des personnes du troisième âge, pension de sécurité de la vieillesse, est-ce que les personnes du troisième âge, les personnes âgées ont été quelque peu oubliées dans cette pandémie? Totalement, à mon sens, parce qu'ils n'ont pas été oubliés par le Bloc, par exemple. Puis est-ce que là, vous dites troisième puis quatrième, puis je pourrais même rajouter un quatrième âge, parce que dans le discours du trône, le gouvernement a décidé d'ajouter une clause vieillesse, comme de quoi tous les vieux n'ont pas la même situation de vie, parce qu'on va considérer quelqu'un de vieux à partir de 75 ans pour avoir une bonification de sa sécurité du revenu. Ça, moi, je trouve ça inacceptable. Oui, ça, je l'ai lu justement il y a quelques semaines passées. C'est une revendication concrète du Bloc, c'est dans notre plateforme, puis on le pousse. S'il y a une question qui revient souvent à la Chambre des communes, ça n'a pas été posé 25 fois, elle n'a pas été posée une fois. Là. Comment qu'on peut s'assurer de donner un revenu minimum, un décent pour les personnes âgées? Parce que tout augmente dans la vie, là, le coût du loyer, le coût de l'épicerie et autres. Ce que nous, le Bloc, on souhaite, c'est 110 $ par mois par personne âgée à partir de l'âge de 65 ans.
Et le gouvernement a entendu ça, a bonifié les pensions, mais à l'âge de 75 ans. C'est ça. Donc, tu crées 2 classes d'aînés en fonction de l'âge. Et ça, pour moi, c'est inacceptable parce que les besoins, ils sont universels. Et c'est pas quand tu es rendu d'avoir besoin de ces programmes-là que tu peux nécessairement pallier par un retour au travail. Les personnes âgées, si ma mémoire est fidèle, ont reçu 300 $. Il y a eu une première tranche de 300 $ effectivement au mois de juillet qui a été donnée, qui correspondait à 25 $ par semaine sur les 3 premiers mois de la pandémie. Okay. Donc, effectivement, cette logique-là aurait dû faire en sorte que, puisque le gouvernement ne considère pas qu'au rendu au mois d'octobre comme on est, que la pandémie, elle est réglée, ben il est où ce montant-là pour les mois de juillet ou même de juin, parce que ça couvrait avant ça, de juin à septembre? On devrait avoir un nouveau 300 $, même 500 $ pour ceux qui prennent le revenu garanti. J'ai parlé avec des personnes âgées qui me disaient que j'ai pas rencontré une seule personne, moi, qui m'a dit « Oui, Gaby, hey, ça fait du mieux, on a eu 300 pièces. » Tout le monde m'a dit « Il aurait pu le garder, son maudit 300 pièces parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ça nous a coûté beaucoup plus cher que ça. Puis on est oublié par le gouvernement. C'est un manque de respect envers nos bâtisseurs. Okay. Et pour moi, la réponse devrait être, même en dehors de la pandémie, d'une augmentation concrète des budgets qu'on octroie à nos aînés pour assurer leur qualité de vie. Et là, on répond à peine à un esprit de la survie. Non, c'est triste. C'est triste d'ignorer. Le Bloc va continuer à pousser ça. Ça demeure. Si vous regardez l'agenda, la période des questions, vous voyez que c'est une question qui revient souvent. Ma collègue Andréane Larouche, elle est... je pense qu'elle a été à toutes les semaines pratiquement au Parlement. S'il y a 2 sujets récurrents qu'on ramène énormément, l'aide aux frais fixes pour nos entreprises, puis de pouvoir bonifier dès 65 ans les montants qu'on donne à nos personnes âgées. Là. Ça, c'est 2 batailles immenses qu'on ne lâche pas. Avec le déficit prévu jusqu'au 31 mars 2021, la dette fédérale va bondir d'environ 50 %. On prétend qu'elle pourrait être à 1100 milliards. C'est 50 % de plus qu'en 2019. Chance que les taux d'intérêt sont bas. Visiblement, le gouvernement se base là-dessus pour prendre ses décisions. Évidemment, un gouvernement peut avoir le luxe d'imprimer de l'argent, peut faire bien des façons pour assurer un certain contrôle de ses finances. Tu sais, les décisions ne sont pas faciles à prendre, j'en conviens. Il faut être capable d'apporter un support concret aux gens, mais pour moi, ce qui semble être oublié, c'est comment on est capable de stimuler notre économie. Et ça n'en fait pas partie du discours. Quelles mesures on va donner pour avoir ce qui est nécessaire pour une entreprise, la prévisibilité? On n'est pas capable de prévoir ce qui s'en vient et le support qu'on est capable de donner. Et c'est un manque à gagner qui est énorme. On pourrait en parler parce qu'il y a des chiffres qui sont vraiment astronomiques. On parle des plans contre la COVID-19. On parlait de 228 milliards. C'est 6 005 $ par Canadien. On parlait, le déficit, on le mettait autour de 342 milliards, qui va être rendu à 380. La dette fédérale qui va dire que 27 917 $ par habitant. Ce sont des chiffres qui font peur. Mais comment on va se sortir de tout ça sans être obligé? Parce que M. Trudeau a toujours dit il n'est pas question d'augmenter la TPS. Il n'est pas question d'augmenter tout ce qui peut toucher aux citoyens, qu'ils soient riches ou pauvres. Il va aller le chercher où, cet argent-là? Ce qui est à voir, c'est aussi... Là, on est dans un contexte encore de gestion de crise, donc le gouvernement se montre généreux. Moi, ce que je crains énormément, c'est les années subséquentes. Une fois qu'on va avoir ce fameux vaccin-là, ou que le contexte de la pandémie va s'être calmé, un retour à la normale, est-ce que ça veut dire que ça sera accompagné de rigueur budgétaire? Et à quel niveau elles vont le faire? Puis encore là, ça va être les gens les plus vulnérables qui vont en être faits. On l'a vécu au Québec avec toute l'austérité qu'avait créée le gouvernement Couillard et l'impact que ça a eu chez les gens, chez les malades. Tu sais, je veux dire, notre réseau de santé, s'il y a de la difficulté en ce moment,
à gérer tout le contexte de la COVID, c'est parce qu'il y a des décisions dans ce même réseau-là qui ont été prises dans les 10 dernières années, particulièrement dans les CHSLD, qui font très mal. Bien, assurément que je crains la même conséquence. Est-ce que cette gestion-là néolibéraliste démontre son échec peut-être en ce moment? Ben, peut-être. En même temps, des solutions, ben, miser sur nous est peut-être une bonne opportunité qu'on a à faire. Comment ça qu'on ne consomme pas davantage de produits locaux? Pourquoi que notre agriculture ne servirait pas à nous nourrir, nous, comme Québécois, comme Canadiens, davantage? Comment ça qu'on n'est pas capable de faire abattre nos animaux en Abitibi-Témiscamingue? Comment ça que nos réseaux de distribution ne sont pas capables de faire en sorte que, finalement, c'est plus payant pour un producteur d'aller vendre sa viande à un abattoir de Cargill ailleurs dans une autre province, puis que ça s'en va d'un gros réseau de distribution des marchés? C'est sûr, parce que là, vous venez de parler de santé. Les transferts en santé, chaque province crie au fédéral, on en veut plus. Le gouvernement du Québec n'en veut plus. Et puis, c'est... M. Trudeau semble vouloir dire, on va parler du Québec, M. Trudeau semble vouloir dire au premier ministre, M. Legault, oui, on va vous en donner plus, mais par contre, vous allez faire ça, ça, ça. Ces juridictions provinciales, de quoi il vient se mêler? C'est inacceptable comme façon de faire. Puis ce qui est encore plus inacceptable, c'est que dans ce contexte-là, tu sais, le Canada s'est créé sur une entente entre deux peuples fondateurs, les provinces, et au départ, il devait, dans la Constitution, que le gouvernement fédéral paye 50 sous sur chaque dollar dépensé en santé. C'était ça l'entente, c'est payer 50-50. C'est une compétence provinciale, c'est les provinces qui font les décisions. Oui. Mais les dépenses devaient être partagées. Le gouvernement fédéral, depuis de nombreuses années, se retire et se retire et se retire. Ce qui fait qu'avant la pandémie, c'était de l'ordre de 22% des dépenses en santé qui étaient assumées par le gouvernement fédéral. Le contexte de la pandémie a même fait diminuer ce montant-là à peu près à 18 sous pour une pièce. La revendication principale du Bloc québécois là-dedans, basée sur les revendications effectivement des provinces comme celle du Québec, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin important puis d'aller au moins à 35 cents de la pièce pour faire en sorte qu'on va investir massivement dans le réseau de la santé pour amener des réponses concrètes aux besoins des gens, surtout dans un contexte de pandémie? Au lieu de nous traiter de pauvres constamment puis d'envoyer un beau chèque en disant « Regardez, voici à mes conditions comment ça marche ». Il y a une responsabilité constitutionnelle qui n'est pas assumée par ce gouvernement-là. Et c'est la principale raison pourquoi j'ai voté et on a voté contre le discours du trône. Parce qu'il y a une responsabilité et elle n'est pas prise. Mais parallèlement à ça, bien, effectivement, on va dépenser, vous avez nommé des chiffres, des centaines de milliards pour pouvoir... assurément, puis c'est important, assurer un revenu décent aux gens, mais il y a une responsabilité de base que le gouvernement avait et qu'il n'a pas pris. Prorogation de la Chambre cet automne. Cet été. Bien, c'est-à-dire, oui, à la fin c'est-à-dire, à l'été, OK. On a fait ça, vous avez dit tantôt que c'était un geste de lâche, parce que, pour ceux qui ont découvert, on en a assez parlé, que les gens savent c'est quoi, on arrête, on met tout en arrière. Ah, c'est même pas en arrière. Bien, fini, là. C'est fini, là. C'est qu'on ferme la porte, puis on barre la porte. On la laisse pas entrouverte. Puis, on va recommencer avec un discours du trône, puis on oublie tout ce qui s'est passé en arrière. C'est vraiment repartir à zéro. Pour vous donner un exemple, moi, au comité de l'industrie, il a fallu qu'on fasse une rencontre pour repartir le comité et me renommer comme vice-président. On repart à 9. Donc, tout le travail qui a été fait par ces comités-là, comme réponse à la COVID, ne sert à rien. Et on est capable de faire des motions pour le réactiver, mais pour l'instant, il n'y a rien qui demeure dans la mémoire institutionnelle. Et c'est triste parce qu'il y avait tellement de solutions qui s'étaient mises de l'avant à travers ces comités-là. Donc là, il faut tout recommencer en neuf. Bien, il y a un moyen de nommer une motion, puis c'est effectivement ce que j'amène à mon comité, de dire est-ce qu'on peut reconnaître le travail qu'on a fait, avoir ces rapports-là et les recommandations et les déposer. Mais cet été, ça ne s'est pas fait. Donc, on a perdu 2 mois de travail très concrètement pour amener des revendications puis des réponses
aux gens dans différents secteurs. Moi, au comité de l'industrie, là, des gens de l'industrie touristique, les gens de l'industrie, tout l'accès à Internet, haute vitesse, le réseau cellulaire, ça a été plusieurs rencontres. Moi, c'est le premier sujet que j'ai voulu qu'on aborde avec la question de l'agriculture, la souveraineté alimentaire, puis la sécurité alimentaire. On a parlé de la loi sur Investissement Canada. Pourquoi? Pour protéger nos grandes entreprises qui pourraient, par dévaluation, faire l'objet d'un contrôle étranger. Et tellement de sujets comme ça, mais on vit un temps parce qu'il fallait protéger l'image du gouvernement, parce que les libéraux, pour répondre encore à la question, est-ce qu'on est satisfait du travail du gouvernement, il y a quelque chose qui semble assez naturel chez les libéraux de pouvoir créer un programme puis d'en faire profiter des gens proches de nous. Mais là, quand ça touche la mère du premier ministre, sa femme, le ministre des Finances, sa famille à lui aussi, on en vient. La tête du ministre des Finances, là, oui. C'est pas une expression, c'est pas un objectif dans la vie que tu te donnes en politique. Là. Non, mais absolument pas. C'est gros, c'est lourd, la démission du ministre des Finances. Puis c'était un proche de Justin Trudeau. Ah oui, c'est sûr. C'est pour ça que je venais en parler. C'est chef de cabinet aussi à Justin Trudeau. Là. Exact. Oui, c'est pour ça que je venais en parler. C'est que cette fameuse... D'abord, Justin Trudeau a eu 2 tapes ses lois à venir à date. OK? On parle de ses vacances à la GACAN. On parle également de SNC Lavalin qui a... elle a mis Mme Raybould dehors, où elle est partie d'elle-même, mais on l'a poussée à l'extérieur. Donc, ce que vous dites, les tapes ses doigts, c'est des blâmes du commissaire à l'éthique, c'est pas banal. Voilà, exactement. C'était ça que je venais emmener. C'est 2 gros blâmes qu'il y a eu. Il y en avait un autre qui s'en venait avec We Charity. Là, il a fermé la porte. On n'entend plus parler aujourd'hui, là. We Charity, là. C'est une stratégie politique. Et voilà. Fait que là, on va... Quand... Lui, là, il a l'excuse facile parce que je m'excuse. Non, il n'y a pas d'excuse facile parce que s'il y avait des excuses faciles, il en donnerait aux gens qui ont 50 ans ont vécu la crise d'octobre. Mais bon, on peut aller, les Acadiens. Il va vous emmener exactement. Il s'est jamais excusé. Il va vous emmener exactement sur le terrain que je voulais vous emmener parce que l'excuse facile. Mais quand on parle de la crise d'octobre 70, on le supplie quasiment de s'excuser au nom de son père, qui était premier ministre actuellement. Puis jamais il le fera pour plusieurs raisons, dont ça va simplement vouloir dire « Papa, regarde, t'as mal agi, je vais m'excuser pour toi, aux gens. » Ça, il n'aura jamais cette excuse-là. Enfin, regarde, on a un travail à faire dans les prochaines semaines pour maintenir cette pression-là. C'est un objectif qu'on s'est donné au Bloc québécois de pouvoir donner une forme de justice aux 497 Québécois qui ont été arrêtés de façon arbitraire à coups de mitraillettes dans des chambres à coucher et autres. Il y en a qui en souffrent encore aujourd'hui. C'est évident. Tout le traumatisme collectif que ça l'a donné pour une réponse qui était complètement démesurée. Et je pense qu'ils en étaient conscients au moment des faits. Donc, moi, j'ai une attente face à ça, mais assurément, on a cette ambition-là au Bloc de mettre de la pression sur le gouvernement pour faire en sorte que ça puisse se faire au premier ministre. Avoir des excuses très légitimes. Parce que moi, j'ai tellement lu sur ça, puis je viens de recevoir un autre livre là, que je vais dévorer, là, mais on ne verra jamais le bout de ça, dans le sens qu'il y a des personnes qui en souffrent encore aujourd'hui, qui ont été traumatisées par l'armée, puis une simple petite excuse pourrait peut-être au moins mettre un petit plaster sur le bobo. Ça serait simple, effectivement. Et c'est sûr qu'on ne mesure pas le traumatisme qui a été vécu. On ne peut pas vivre cette insensibilité-là et la laisser aller. C'est un pan énorme de notre histoire. C'est un pan où, encore une fois, le Québécois, on est amené à être des gens, tu sais, toute l'image que ça a donné, d'être des gens qui sont violents, d'être des gens qui... Exactement. Et je rejette cette image. Oui, et ça fait 50 ans. Puis moi, j'étais jeune, mais quand même, je me souviens encore très bien. Puis je me demande, moi, comme député, je pense pas que ça s'attaquerait un député dans une loi comme celle-là, mais comme militant que j'étais avant, puis jeune impliqué et tout,
peut-être que moi, j'aurais fait partie de ces 97 personnes. Ce sont des choses possibles. C'est sûr que c'est préoccupant. Là. Monsieur Sébastien, c'est tout le temps. J'avais 15 questions, on en a pris 3. Fait qu'il va falloir qu'on se revoie. Ben, ça sera avec grand plaisir et beaucoup de hâte. Souhaitons que malgré le contexte, là, on a trouvé un arrangement et tout, parce que notre deuxième rendez-vous a dû être annulé dans le contexte de la exactement, COVID. parce qu'il y a une madame qui n'a pas voulu qu'on le fasse. Elle s'appelle Madame Pandémie. Monsieur Lemire, merci infiniment, Merci, ça fait Gabriel. plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.